bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Super. Alors, Maxime a disparu. Alors, Maxime a disparu, je le rajoute. Maxime, tu m'entends? Ok, alors un instant. Ah, Ben, revoilà. J'ai dû finir bonjour tout le monde. le compte à rebours. Je suis parti sans rien faire. Voilà. Ok, super. Alors, bienvenue à ce webinaire sur la thématique IA, ML, stop aux abus. Donc, merci à tous pour vos inscriptions et votre participation parmi nous ce midi. Alors, on attend un petit peu que d'autres puissent nous rejoindre avant d'entamer le sujet. Je vais du coup vous présenter en quelques mots le hibou en attendant. Alors, le hibou, je change la slide, ça ne marche pas, merci. C'est fait. Le hibou, aujourd'hui, donc, comme vous connaissez, nous sommes une plateforme de freelancing et nous sommes numéro 1 dans la tech et l'innovation. Nous sommes présents dans les plus grandes villes de France, donc Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Et on commence à se déployer à l'international. On est présent en Belgique, au Luxembourg maintenant. Nous comptons plus de 7200 missions longues par an, avec un TJM moyen de 700 €. Et la durée moyenne de nos missions s'étend à 1 an et demi. Donc, nous avons plus de 500 entreprises qui nous ont aujourd'hui fait confiance, donc dans les grands groupes, comme vous connaissez, BNP, Accor, L'Oréal, BPCE, La Poste, Renault, Bouygues, AXA et Sephora. Donc, nous avons rejoint cette année la French Tech Next 40 et nous fêtons cette année nos 10 ans. Donc, merci à tous. Nous sommes 100. Nous pouvons commencer. Je vais laisser la parole à Maxime. Ah, mais avant de laisser la parole à Maxime, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat d'où vous venez? Vous êtes en France, en Belgique et dans quelle ville? Merci. Ah, super, Lyon, ouais. Il y a du sud, Bordeaux. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là. Donc, la thématique machine learning, stop aux abus. J'ai fait une première slide qui, je pense, illustre bien le gros problème. C'est qu'actuellement, on parle énormément de machine learning, d'intelligence artificielle, de beaucoup de mots autour de tout ça. Il y a ChatGPT qui, maintenant, depuis plus de 3 ans, fait pas mal de bruit. Il y a énormément d'outils qui arrivent dans toutes les entreprises. Donc, on est un petit peu perdu parce que ce n'est pas un sujet simple. Ça vient du monde de la recherche. Il y a énormément de concepts très, très complexes. Donc, je vais essayer de vous aider à y voir plus clair là-dedans. Le plan de la présentation sera assez simple. Donc, le but, c'est de ne pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure. S'il y a des choses, des informations en plus que vous voulez avoir, si vous voulez étendre des problématiques, si vous voulez rester un peu plus sur une slide ou que vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour parler de tout ça, qui suis-je? Actuellement, je suis freelance chez ADO. ADO, c'est la maison mère du groupe Leroy Merlin, donc à Lille. Et je suis freelance là-bas depuis maintenant 6 ans. Et avant ça, j'ai travaillé dans le domaine du machine learning, de l'IA, depuis ma sortie d'école en 2007. Donc, j'avais fait l'École nationale de l'aviation civile, ce qui est assez bizarre. Je m'étais rendu compte assez vite que je n'étais pas intéressé du tout par l'aéronautique et qu'au contraire, le laboratoire avec les chercheurs qui avaient des algorithmes un petit peu bizarres dans tous les sens m'intéressait énormément. Et donc déjà depuis cette époque-là, j'ai fait pas mal de projets de recherche et puis je me suis lancé directement à la sortie d'école dans ce domaine qui n'avait vraiment pas le vent en poupe à l'époque. C'était pas énorme. Donc beaucoup de travail avec des universités sur des projets de recherche, des choses aussi diverses que sur la musique, sur l'histoire, sur la biologie et des choses comme ça. Et donc, mes intérêts professionnels, c'est tout ce qui est mathématiques et statistiques. Bon, ça, c'est pas une surprise, vu que dans l'IA, en fait, c'est des mathématiques et de la statistique qu'il y a derrière.
Bien comprendre ce qui se passe dans les algorithmes, c'est-à-dire que quand ChatGPT est arrivé, j'étais surpris par les performances de ChatGPT, mais je savais ce qu'il y avait derrière. Et enfin, un point sur lequel j'insiste quand même et qui va un petit peu rejoindre la thématique, c'est de rester pragmatique dans l'informatique. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire de l'IA, c'est de faire des choses qui marchent. Si on n'a pas besoin d'IA, je le dis clairement dans mon métier tous les jours, il y a des gens qui veulent faire de l'IA parce que c'est à la mode, mais dans leur problématique, on n'en a pas besoin du tout. Donc je leur dis, écoutez, faites simple et faites quelque chose qui marche. En dessous, j'ai mis un lien vers mon LinkedIn, et au cas où vous aviez un doute vu cette slide, je ne suis pas du tout graphiste. Alors, j'aime bien un petit peu repartir de A à Z pour voir d'où ça vient, toutes ces histoires d'IA. Et bon, je suis parti un petit peu loin quand même, jusqu'au XVIe siècle, où déjà à l'époque, on a énormément d'auteurs de légendes populaires qui partent de ce que c'est qu'un robot, ce que sont des machines, des automates. Je vais essayer de regarder le chat en parallèle pour voir s'il y a des questions. Et je ne sais pas si vous connaissez notamment l'histoire du Turc mécanique. C'était une intox qui avait eu lieu au début du 19e siècle, où il y a quelqu'un qui avait créé une machine avec un robot déguisé en turc à l'époque, donc basé sur les coutumes vestimentaires de l'Empire ottoman. Et il pouvait jouer aux échecs. Donc la personne disait avoir réussi à faire un robot qui pouvait jouer aux échecs. Et en fait, l'arnaque, c'était qu'il y avait un nain qui rentrait dans le robot et qui déplaçait les pièces puis qui actionnait les manœuvres. D'après la légende, mais je n'ai pas pu vérifier ça, Napoléon Ier aurait joué contre ce Turc mécanique. Mais bon. Et ensuite, tout au cours du XIXe siècle, il y a eu énormément il y a des ballets, notamment de Léo Delibes, Coppelia, sur une automate, il y a eu sur les contes d'Hoffmann, bref, énormément de choses, jusqu'à arriver au premier pas de l'automatisation. L'automatisation, ça arrive avec l'informatique théorique, début XXe siècle, avec tout ce qui est théorie des calculs, et déjà en 1930, avant les premiers ordinateurs, avant les plus grandes avancées d'Alan Turing, on a déjà des réseaux de neurones qui sont théorisés par des chercheurs américains, anglais et allemands, où les gens disent, en gros, un neurone devrait fonctionner de telle manière, et on pourrait le simuler avec un calculateur. Ensuite, en 1950, on est fasciné dès que les premiers ordinateurs sont mis au point à Stanford par les équipes de John von Neumann. On a des gens qui essaient de simuler la vie artificielle. Ils essaient de se dire, des bactéries, ça marche de telle manière. Donc, on devrait pouvoir réussir à créer la vie, puis ensuite à aller vers la simulation de neurones, vers essayer de créer une intelligence dans tout cet océan de mécanique qu'on est en train de créer. Bon, tout ça, ça reste assez théorique parce que la puissance de calcul à l'époque n'était pas gigantesque. À l'époque, les ordinateurs prenaient en général un immeuble en entier. On arrive en 1980 et on a les systèmes experts. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était les premières fois où l'intelligence artificielle était vraiment appliquée en entreprise. Il y a une entreprise qui avait essayé de remplacer des experts et qui se disait qu'avec du raisonnement automatisé, on arriverait à systématiquement prendre les bonnes décisions et à automatiser des décisions via un système d'information. Ça avait promis énormément de choses. Le problème, c'est que le système n'était pas maintenable et ça a créé ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'investissement du tout dans ce domaine-là jusqu'au milieu des années 90. À partir des années 90, on a déjà une chose, problème de connexion. Voilà. Années 90, on a notamment La Poste en France qui investit dans la reconnaissance de caractère pour reconnaître automatiquement les adresses et pour que les lettres soient triées automatiquement, ce qui leur économisait énormément de main-d'œuvre. Et l'IA a vraiment explosé, j'étais là pour le voir en plus, en 2012, avec l'arrivée du deep learning et avec les premiers systèmes qui avaient vraiment des performances exceptionnelles, supérieures à l'être humain, en vision automatisée. Il y avait toutes les grandes entreprises de l'époque s'était rendu compte que sur Internet, il y a de plus en plus d'images et de moins en moins de textes, qui posait notamment un gros problème à Google, qui n'arrivait plus à tout référencer et qui n'arrivait plus à référencer le web. Donc, il s'était dit, il faut vraiment investir énormément là-dessus. Et donc, on avait des jeux de données gigantesques sur lesquels on pouvait travailler et sur lesquels beaucoup de chercheurs planchaient. Et là, en 2012, il y a vraiment eu un Big Bang, créé d'ailleurs par les personnes qui ont remporté le prix Nobel de physique l'an dernier.
Donc, le prix Nobel de physique l'an dernier a récompensé des chercheurs en intelligence artificielle. Je répondrai un petit peu plus tard sur quels sont les grands échecs de l'IA dans le passé, ce qu'on a appris là-dessus. Ça viendra dans les slides qui suivent. Donc, le deep learning, ça nous permet d'avoir une vision automatique qui est extraordinaire. Donc, on peut faire énormément de choses quand même avec la vision automatique, à la fois de la reconnaissance des images, indexer des images. On peut aussi générer du texte à partir d'images pour savoir comment décrire. Et on a aussi les mêmes algorithmes qui permettent de faire de l'analyse syntaxique et de la compréhension du langage naturel. Ce qui va petit à petit nous conduire à 2022, prochain point, ChatGPT. Voilà, ChatGPT, je n'ai pas besoin de vous le présenter, hein, tout le monde connaît. Et la grande question, bien entendu, ensuite, c'est de savoir ce qui va se passer après. Parce qu'après ChatGPT, il y aura certainement d'autres avancées. Derrière tout ça, donc de toute cette histoire, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Donc, on a le domaine de l'intelligence artificielle en général, dans lequel on a un aspect principal qui est le machine learning. Machine learning, c'est l'apprentissage automatique. Donc, l'idée, c'est de se dire, un algorithme, pour qu'il devienne intelligent, il faut faire comme un humain. Au début, l'humain ne sait pas grand-chose, et au fur et à mesure qu'il se confronte à la réalité, il apprend des choses. Là, c'est la même chose. Et c'est le machine learning qui donne naissance à ChatGPT, à l'IA générative qu'on appelle aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis un point qui est un peu divers, c'est les algorithmes, parce qu'il y a énormément de types d'algorithmes qui mimiquent l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle. Un exemple, par exemple, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, Deep Blue à l'époque, c'est le premier ordinateur qui a battu le meilleur joueur d'échecs humain, qui était Garry Kasparov en 97. Et enfin, l'optimisation. Alors, il y a déjà une question qui est bien, d'ailleurs. Quelle est la différence entre machine learning et deep learning? Alors, le deep learning, en fait, c'est du machine learning. C'est juste une façon de spécialiser, de dire, c'est un type d'algorithme, en fait. Alors, le deep learning, c'est un réseau de neurones. Un réseau de neurones, ça fonctionne par couches. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, le but n'est pas de vous noyer. N'hésitez pas à poser des questions, d'ailleurs, ou à me demander des clarifications si je rentre trop dans le détail ou si je vais trop vite. Donc, les réseaux de neurones, le problème qu'ils avaient historiquement, c'était de pouvoir faire des couches de neurones. Et plus on a de couches de neurones, théoriquement, plus l'algorithme sera fort et plus il va être capable de faire des choses intelligentes. Et on était bloqué jusqu'aux années 2010, en gros, à 3 couches de neurones, parce qu'au-delà, on n'arrivait pas avec nos modèles mathématiques à les faire apprendre, à faire vraiment du machine learning, de l'apprentissage automatique, qui était efficace. Et en 2012, ils ont réussi à trouver des structures, à trouver des algorithmes d'apprentissage qui permettaient enfin de faire des réseaux de neurones à 7, 10, 20, voire même 2000 couches. Et donc, ils ont appelé ça deep learning juste par la taille du réseau. Donc, c'est un apprentissage profond. Profond, c'était juste la taille du réseau. Il n'y a rien de philosophique derrière. Et donc, le deep learning, c'est simplement les réseaux de neurones modernes qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors, le machine learning, je vais quand même vite fait vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, il y a un jeu de données qui est assez intéressant, enfin, qui est assez marrant, je trouve. C'est le jeu de données chien ou muffin, chihuahua ou muffin. Donc, le but, c'est d'apprendre un algorithme de reconnaître si quelque chose est un chihuahua ou un muffin. Bon, là même, à l'œil nu pour un humain, je pense que c'est faisable. Je pense que j'y arrive. Je ne suis pas loin d'être à 100%, mais vu de loin, ce n'est pas forcément simple. Donc, le machine learning, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut créer un jeu de données. Donc, en fait, il faut préparer à faire un apprentissage de l'algorithme. Donc, il faut lui donner plein d'exemples et lui dire, par exemple, cette image, ceci est un chihuahua. Cette image, ceci est un muffin. Cette image est un chihuahua. Cette image est un chihuahua. Cette image est un muffin, etc. sur des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des millions d'exemples. Et l'algorithme, c'est tous les dessins que vous voyez sur la droite de la slide, à des modèles mathématiques derrière qui sont assez complexes, dans lesquels il y a beaucoup de paramètres, et ces paramètres vont, par des modèles mathématiques, se modifier les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui montrer une image, il va faire une prédiction qui sera au début très mauvaise, parce qu'au début, tout est un petit peu au hasard, et il va se rendre compte de quelle est son erreur, et il va essayer de se corriger pour aller vers la réponse qu'on lui donne. C'est-à-dire quand on lui donne une image, on lui dit ceci est un chihuahua, il avait prédit 60% chihuahua, 40% de muffin, il va se corriger pour être à 100% chihuahua, 0% muffin, etc. Et puis à force de répéter tout ça des dizaines de milliers ou des millions de fois, on va finir par arriver à un algorithme qui reconnaît quasiment tout le temps un chihuahua ou un muffin. Alors, les types de neurones et les différents types,
Aujourd'hui, en machine learning, on n'a pas vraiment de neurones, en fait. Je dirais que les réseaux de neurones, c'est plus l'inspiration biologique qu'on avait au tout début. Dans les années 30, ils ont très clairement voulu tenter de modéliser certains neurones qu'on trouve dans l'humain ou dans d'autres espèces animales. D'ailleurs, petite parenthèse, ils avaient même aussi fait des réseaux qu'ils appelaient les réseaux de Cohen, qui étaient basés sur les réseaux de neurones des crevettes, qui ne fonctionnent pas du tout comme le neurone humain ou le neurone des mammifères en général. Euh, Non, non, c'est pas à vous de dire si c'est un chihuahua ou non pour chaque image. Je vous épargne cette tâche. Et donc, en fait, le neurone, c'était juste l'idée de se dire un neurone, en gros, prend plein d'entrées et si il est connecté, en gros, un neurone qui va représenter les arbres, il est connecté au neurone qui reconnaît les feuilles, au neurone qui reconnaît des troncs, au neurone qui reconnaît des racines et au neurone qui reconnaît des branches, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, sur les neurones qu'on a notamment dans ChatGPT, dans les modèles, c'est vraiment des modèles mathématiques, il n'y a plus vraiment de neurones. C'est vraiment juste des ensembles de matrices, des nombres, et moi, je ne vois pas en tout cas le lien avec la biologie. Des algorithmes de machine learning qui permettent la reconnaissance d'images sans réseau de neurones. Alors oui, ça existe. C'est ce qu'on avait jusqu'à 2012 d'ailleurs. C'est des modèles très, très mathématiques, vraiment, enfin, ça partait très, très loin dans les mathématiques, l'algèbre linéaire. Mais le problème, c'est que les performances ne sont pas du tout au rendez-vous par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en deep learning ou Are You a bot, d'accord. Donc aujourd'hui, si on veut faire de la reconnaissance d'image, c'est les réseaux de neurones très clairement qu'on peut avoir. On divise l'erreur par au minimum 10 par rapport aux autres algorithmes qu'on avait historiquement. Voilà, donc le machine learning, idée principale, c'est qu'au début, l'algorithme ne sait rien. Et au fur et à mesure, on va lui donner des exemples pour qu'il puisse modifier ses paramètres et au final, remplir toute la tâche qu'on lui donne, qu'on veut lui faire faire. Donc là, dans l'exemple ici, c'est reconnaître si c'est un muffin ou un chihuahua. Eigenfaces, oui, c'est une méthode qui marche, mais pareil, elle n'est pas au niveau du deep learning, en tout cas sur les derniers benchmarks que j'ai pu voir. Si vous avez des infos que je n'ai pas, n'hésitez pas, c'est fort possible, vu le dynamisme et vu le nombre d'infos qui est dans ce domaine aujourd'hui, même quand on suit de façon très assidue, on peut passer à côté de plein de choses. Et là, je rejoins l'image de début de slide, ça foisonne de partout. Donc, il faut pouvoir faire le tri dans les bonnes informations. Alors, quand on est data scientist ou quand on travaille dans l'IA, quelles sont les méthodes pour utiliser le machine learning? Alors, tout vient de la donnée. Il y avait une petite anecdote d'ailleurs, c'était avant l'arrivée du deep learning. Il y avait deux entreprises qui voulaient, qu'on connaît tous, Google et Microsoft, qui voulaient vraiment réussir à faire de la reconnaissance de mouvement. Alors, donc, c'est de la reconnaissance d'image, mais Microsoft, il me semble, c'était pour une de leurs consoles, dont je ne connais pas le nom, je ne joue pas beaucoup. Et Google, c'était pour notamment sur pour référencer des vidéos. Et ils avaient adopté deux approches totalement différentes. Microsoft avait pris un algorithme très simple, mais ils avaient passé des mois à créer un jeu de données absolument gigantesque. Tandis que Google avait basé sa recherche sur tout le web, mais avait fait un algorithme extrêmement complexe. Et c'est Microsoft qui a gagné parce qu'on s'est rendu compte que la qualité de données est quand même assez essentielle pour réussir à faire apprendre un algorithme. Donc, au début, il faut commencer par avoir des données à peu près propres, le plus propre possible. Parce que si jamais on a, par exemple, dans le cas qu'on avait à la slide d'avant, plein de chihuahuas qui sont mal tagués, donc qui sont comme étant des muffins ou inversement, l'algorithme va essayer d'apprendre, mais il va avoir des faux exemples. Donc, il va mal se paramétrer sur certains exemples, et plus ces exemples sont nombreux, moins il va être performant à la fin. Xbox pour la Kinect, et ben voilà, c'est ça, on a la réponse. Ce chat est magnifique. Merci beaucoup. Une fois qu'on a récupéré les données, donc on a construit vraiment le jeu de données, puis qu'on s'est assuré vraiment que c'était le besoin qu'on avait, on réalise un apprentissage automatique. Donc on donne tout ça à l'algorithme qui ensuite analyse au fur et à mesure et modifie ses paramètres. Et ensuite, chose essentielle, on utilise la validation croisée, c'est-à-dire que en général, la pratique dans le secteur, c'est de prendre des données que l'algorithme n'a pas vues en apprentissage, et d'essayer de l'évaluer dessus. Donc plein de photos, par exemple de chihuahua ou de muffin, que l'algorithme n'a pas vu, qu'on ne lui a pas montré,
et essayer de voir si sur ces photos-là, il est fort ou pas. Et c'est comme ça qu'on peut évaluer si un algorithme est bon. Alors là-dessus, sur toutes ces ce concept paraît assez simple, mais on a, c'est pourquoi j'ai mis un petit, attention angle mort, un petit panneau attention, parce qu'on peut avoir des biais. On peut avoir des biais, qui viennent notamment du fait que, de temps en temps, on teste, de façon assez théorique, un algorithme, d'une façon qu'on pense carrée, mais on peut indiquer des biais. Un des biais, par exemple, que je vais vous donner, c'est le biais du survivant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le premier exemple, ça a été pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais avaient analysé tous leurs avions qui revenaient de missions au-dessus de l'Allemagne ou de la France pour essayer de voir où étaient les impacts de balles. Et l'idée qu'on pourrait avoir, c'est de se dire là où sont les impacts de balles, c'est là où il faut renforcer l'avion pour éviter qu'il se crache. Sauf que ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire parce que les avions qui reviennent, ce sont ceux qui ont survécu. Donc ceux qui ont les impacts de balles à un endroit sont ceux qui ont réussi à survivre. Donc en fait, il faut plutôt renforcer ceux où on ne voit pas d'impact de balles. Autre biais du survivant, c'est quand on se dit, par exemple, les bâtiments qu'on construisait il y a 1000, il y a 2000 ans étaient beaucoup plus solides qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont toujours debout et que c'est vraiment impressionnant. Sauf qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de bâtiments que ce qu'on peut en voir aujourd'hui, de ce qui reste. Et donc, les bâtiments qu'on voit aujourd'hui sont les plus solides de l'époque. Donc, ces biais-là, ça nous permet de voir que de temps en temps, des jeux de données peuvent être biaisés. Donc, si on a un jeu de données qui est biaisé, on va faire apprendre l'algorithme de façon biaisée. Si, par exemple, on a un algorithme aussi qui doit reconnaître, imaginons sur des caméras de vidéosurveillance, qui doit reconnaître des crimes ou des situations dangereuses, on va avoir, encore heureux, 99,99% de situations qui ne sont pas dangereuses, dans lesquelles il y a juste des gens qui marchent dans la rue, par exemple, ou qui passent devant un bâtiment. Et dans 0,01% des cas, voire moins, on espère, on va avoir un problème. Et là, on peut avoir un algorithme qui va avoir 99,99% de précision, en disant tout le temps qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est par exemple un biais dont il faut se méfier. C'est-à-dire que si on regarde juste la métrique brute, 99,99% de bonnes réponses par l'algorithme, on peut trouver ça extraordinaire. Mais en fait, c'est un algorithme super simple qui dit tout le temps, il n'y a pas de problème. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Alors, pour reprendre vite fait les questions, quel langage utilise-t-on pour permettre aux algorithmes de s'améliorer? Alors, il y a plein de frameworks en fait en informatique. Les plus connus sont sous Python, on a notamment TensorFlow par Google. On a PyTorch qui est édité, il me semble, la plupart du temps par Facebook, mais qui sont tous les deux qui est en open source. Il y a aussi Scikit-learn qui est fait par l'INRIA en France. Et donc ça, c'est des frameworks en Python qui nous permettent d'instancier des algorithmes et de les faire apprendre sur des jeux de données. Le public a-t-il accès à ces algorithmes? La plupart, oui. Alors, accès à ChatGPT, par exemple, avec le modèle entraîné, non. Par contre, il y a des choses un petit peu comme ChatGPT, notamment Llama, qui est fait par Facebook, qui est open source et qui est accessible. Et on peut télécharger Llama, qui est un peu moins puissant, bien entendu, parce qu'on n'a pas les mêmes nombres de paramètres. Parce que pour vous donner un ordre de grandeur, il me semble que faire apprendre ChatGPT, donc GPT-4, aujourd'hui, ça a coûté 200 millions à OpenAI, juste en coût de machine. Donc c'est assez gigantesque. Et si on met en noir et blanc les photos de Chihuahua et Muffin après apprentissage, quels sont les résultats? Je suppose qu'ils seraient un petit peu moins forts, mais je ne peux pas vous dire, je n'ai pas testé. Mais en général, ce que je me dis, c'est que si un humain y arrive, normalement, la machine peut y arriver. Donc, si vous mettez un filtre noir et blanc vous-même, puis que vous vous rendez compte qu'on arrive toujours à différencier les deux, normalement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, cette slide, vraiment le point important, c'est que pour savoir si ça fonctionne, vu que le but, c'est de partir d'un algorithme qui ne sait rien et d'arriver à un algorithme qui, en théorie, a appris, il faut vérifier qu'il a vraiment appris. Il faut vérifier qu'il a vraiment appris. Et pour vérifier ça, on n'a aucune autre solution que de faire une validation. Donc, de se faire un ensemble de données, puis de tester, de voir sur des choses qu'on connaît, si l'algorithme performe bien ou pas, et d'être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut lui faire faire. Alors, quelques exemples sur lesquels je vais passer. N'hésitez pas à intervenir là-dessus si vous avez d'autres exemples ou si vous avez des questions sur des cas. La prédiction des ventes. Donc ça sera un exemple où on regarde la série numérique qu'il y avait dans le passé et on regarde si on arrive à prédire dans le futur ce qui va se passer. On peut aussi se baser en prédiction des ventes sur plein d'autres données, comme par exemple la météorologie. On se rend compte typiquement que les gens achètent plus de soupe en hiver et plus de glace en été.
Ça, c'est le basique, mais les algorithmes peuvent aussi l'apprendre et peuvent aussi se rendre compte de corrélations entre quand il y a l'hiver, plus un jour férié, plus certaines circonstances. Dans ce cas-là, les ventes vont augmenter sur tel type de produit. Analyse automatisée de documents pour un accès d'informations. Alors ça vient de mon expérience personnelle, on me l'a beaucoup demandé, vu qu'il y a énormément de réglementations en France en général. Je vais essayer de finir ces exemples, ensuite je vais rattraper le chat. La détection d'objets dans les images, donc ça vient de ce qu'on avait en 2012, c'est-à-dire que déjà à l'époque, on avait les algorithmes qui étaient capables de repérer un animal, par exemple un guépard dans la savane, ça faisait partie du jeu de données que Google a mis à disposition, qui était capable de détecter des lampadaires, des maisons, des tuiles, et qui était capable de localiser tous ces objets dans une image. Compréhension de texte, donc ça, c'est ce qui a donné naissance à ChatGPT. Lire du langage naturel et comprendre tout ce que ça voulait signifier. Traduction, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, jusqu'à 2000, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, 2014-2015, Google Translate, c'était assez drôle d'ailleurs, parce que les traductions étaient complètement à côté de la plaque. Et à l'époque, c'était des linguistes qui avaient travaillé dessus et qui avaient voulu décortiquer les phrases et dire dans cette langue, la phrase doit se comporter de telle manière. Ça marchait, on avait à peu près l'esprit, mais les phrases étaient faites assez bizarrement. Et en fait, en mettant juste un réseau de neurones derrière tout ça, Google a révolutionné absolument tout. Et on avait Google Translate qui était vraiment bluffant. C'était vraiment les prémices parce que c'est le même algorithme derrière que ChatGPT. Bon, diagnostic, c'est-à-dire que quand on a un ensemble de données, puis qu'on veut faire apprendre à un algorithme que dans ce cas-là, il y a, alors ça peut être du diagnostic médical, basé sur de l'image, ou même basé sur un ensemble de données. Par exemple, on peut se dire, telle personne a telle tension, tel rythme cardiaque, telle irrégularité cardiaque, etc. Et puis lier ça à des risques de maladie. Génération d'images, génération de texte, donc ça, c'est l'IA générative qu'on a aujourd'hui. Je mettrai générative entre guillemets, ce sera ma prochaine slide où je vous expliquerai un petit peu comment tout ça fonctionne. Résumé des textes, donc ça c'est ChatGPT. Et du coup, avec le temps, c'est quelque chose qui s'enrichit parce que on a constamment des nouveaux algorithmes qui arrivent. Moi, quand j'ai commencé en 2007, il n'y avait pas le deep learning, il n'y avait pas de ChatGPT. Donc, il y a plein de choses sur cette liste que je ne pouvais pas dire que j'étais capable de faire avec l'IA. Alors, pour attraper le chat, c'est pas le langage machine assembleur qui est proche du binaire. Je dois avouer que j'ai pas compris cette intervention, mais si jamais celui qui a fait l'intervention peut un petit peu préciser, j'y reviendrai juste après. Un algo qui avait vu le jour il y a quelques temps pour proposer des médecins, car devenu raciste et misogyne, notamment à cause des biais embarqués dans le jeu de données. Pour l'algo, un médecin était forcément un homme et blanc. Oui, ça c'est vrai que c'est un problème. Ça revient encore au problème qui peut être très complexe de temps en temps, de bien définir l'objectif de l'algorithme qu'on veut créer. C'est-à-dire que si on le définit mal et qu'on le teste mal, l'algorithme peut partir dans des biais qui sont assez importants, voire même, effectivement, je crois que c'est un algo de Microsoft qui était devenu nazi assez vite en étant branché sur Twitter. C'était quelque chose, voilà, ils l'ont enlevé. Donc ça, c'est un échec de validation de croix, très clairement. Ils n'ont pas évalué correctement leur algorithme. DeepSeek, le chinois qui a coûté beaucoup moins cher que ChatGPT et qui est également puissant, oui, DeepSeek est très puissant et il y a eu énormément d'améliorations par rapport à ChatGPT, notamment sur, on va dire, ils ont simplifié l'apprentissage. Donc il y a plein de petites formules mathématiques à droite et à gauche qui ont été rajoutées, des façons d'enrichir le jeu de données, des façons d'analyser le jeu de données, qui ont permis à DeepSeek d'être beaucoup moins cher. Alors je crois qu'ils avaient quand même menti à l'époque sur l'économie qu'ils avaient faite, mais c'était quand même quelque chose de significatif. Et sur les dernières versions de ChatGPT notamment, vu que les améliorations de DeepSeek ont été publiées, OpenAI l'a implémenté, ainsi que Google sur son moteur qui s'appelle Gemini, ainsi que Claude pour Anthropic ou Mistral AI. Donc aujourd'hui, ce que DeepSeek a fait à l'époque est implémenté sur la plupart des large language models qu'on connaît sur le marché. Algorithme versus modèle, ça c'est une bonne question, effectivement. Je peux parler d'algorithme ou de modèle. En gros, c'est presque synonyme, on va dire. C'est-à-dire que le modèle, c'est tout ce qui est mathématique derrière et qui permet de faire le calcul entre l'entrée et ce qu'on veut avoir en sortie. Donc pour ChatGPT, c'est le texte qu'on aura en entrée, puis ensuite le texte que ChatGPT va générer en sortie. Alors l'algorithme, c'est ce qui permet à la fois de faire ce calcul-là et de faire l'apprentissage. Et le modèle, c'est ce qu'on a à la fin, une fois que l'algorithme a appris, une fois qu'on a quelque chose qui sait répondre aux questions qu'on lui pose. Voilà, c'est ce que j'appelle un modèle. En supply chain, oui, il y a énormément de choses. Alors en supply chain, il y a aussi une autre chose dont j'ai beaucoup moins parlé parce que c'est beaucoup moins dans l'actualité, c'est tout ce qui sont les problèmes d'optimisation, qui a notamment beaucoup été adressé par Amazon.
parce qu'en supply chain, on a énormément de possibilités d'affecter sur le transport maritime, sur un camion, de mettre en entrepôt, de gérer les flux logistiques. Et on peut faire ça de façon tellement importante qu'on peut modéliser toute cette chaîne. C'est vraiment pas simple, hein, mais on peut le faire. Et ensuite, essayer de trouver des optimisations. C'est-à-dire que l'algorithme peut ensuite se dire, au final, si ce carton passe par tel endroit et cette chose, et qu'on embarque tel autre carton par tel endroit, et qu'on fait transporter un mois en avance, etc., on économise à tel endroit, on économise à tel endroit, on a plus de coûts à tel endroit, et c'est un calcul qui est extrêmement complexe, mais que l'algorithme peut faire. Je parlais des jeux de données biaisés. Si je demande à ChatGPT c'est quoi la démocratie, il répond en listant tous les modèles connus de république, mais pas la forme de confédération. Effectivement. Alors ça, c'est un problème qu'on peut avoir dans les large language models parce qu'il se base sur tous les corpus de données de texte qu'on a en ligne. Et dans les corpus de données de texte qu'on a en ligne, du coup, s'il voit qu'on parle de République 95% du temps, eh ben lui va parler de République au moins 95% du temps, parce que c'est ce qu'on lui a appris. Mais ça, je l'expliquerai un peu mieux la slide suivante, parce que j'expliquerai un petit peu comment est fait ChatGPT. Mais effectivement, c'est un problème de biais, et c'est tout ce qu'on a au cœur du sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que selon ce qu'on pense, de temps en temps, on peut trouver que les algorithmes sont biaisés d'un côté ou de l'autre. On peut trouver que les réponses ne sont pas bonnes. Mais bon, moi j'utilise ChatGPT au quotidien, à la fois pour comprendre certaines choses sur certaines configurations, enfin des choses assez techniques, et en même temps pour aller plus vite dans le développement informatique. Et enfin, les performances sont plutôt bonnes. Il faut toujours relire, bien sûr, il faut toujours faire attention, mais les performances sont plutôt bonnes. Je suis assez content de cet outil. Précision de 99,99% ne suffit-elle pas pour un apprentissage automatisé? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Ça dépend des cas. Il y a des cas dans lesquels, même si on est à 30%, par exemple, on peut être très content. Imaginons si on veut détecter de la fraude, par exemple, et qu'actuellement, on n'a pas de système qui le font. Donc, c'est-à-dire qu'aucune fraude n'est détectée. Déjà, arrêter 30% des fraudes, c'est au moins un premier pas. On arrive à arrêter donc un algorithme dans ce cadre-là, à 30% serait déjà correct. Par contre, dans d'autres cas, où on n'a absolument pas le droit de se tromper, notamment si OpenAI veut mettre en place un filtre contre les insultes que ChatGPT pourrait proférer, si celui-ci est à 99,99%, vu le taux d'utilisation mondiale de ChatGPT, on aurait énormément d'exemples où ChatGPT insulte les gens. Donc là, 99,99, ce n'est pas suffisant du tout. Donc ça dépend vraiment des cas, et c'est sur quoi je reviendrai à la fin. C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on veut que l'algorithme fonctionne. Est-ce qu'on veut un algorithme proche de 100%, parce que c'est obligatoire selon l'objectif qu'on a au final, ou est-ce qu'on veut juste quelque chose qui a un début de fonctionnement, même sur un cas qui est extrêmement compliqué? Une IA peut-elle traduire en texte, autrement dit formaliser oralement, une tendance qu'elle aura analysée dans les données comme les prévisions de vente? Alors, je dois avouer que je n'ai pas testé ce scénario pour le moment, mais je pense qu'elle peut le faire. On a dans ChatGPT tout ce qui est chain of thought, donc chaîne de pensée, où ChatGPT peut analyser non seulement des données texte, mais aussi des données numériques, des données images. Enfin, c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs GPT-4o. O, c'était omnicanal. C'est-à-dire qu'à la base, on avait les large language models, donc les modèles grands qui se basent sur le langage. Et aujourd'hui, c'est des modèles omnicanal. C'est-à-dire qu'ils ne se basent pas uniquement sur le langage, ils peuvent se baser sur n'importe quel type de données en entrée. Et donc, ils peuvent analyser des séries numériques, ils peuvent analyser des séries de chiffres et dire ce qu'ils voient sur cette série de chiffres. Alors, il faudrait pour ça, bien sûr, leur poser la question, trouver ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire trouver une question qui est pertinente pour qu'ils répondent correctement. Mais encore une fois, là, si on veut évaluer la capacité d'une IA à comprendre vraiment des séries de ventes, enfin des ensembles de ventes, il faudrait pouvoir tester si les réponses amènent vraiment quelque chose et si elles sont bonnes. Le fine-tune est super important. Oui, le fine-tune, donc alors, le fine-tune, ça peut avoir plusieurs significations. De temps en temps, c'est par exemple, le fine-tuning à l'époque, c'était quand on voulait changer la taille du réseau ou certains paramètres d'apprentissage. Aujourd'hui, on parle aussi de fine-tuning quand on a ChatGPT ou quand on a des modèles déjà pré-entraînés et qu'on veut les spécialiser sur un corpus de données particulier. C'est-à-dire, on prend, entre guillemets, ChatGPT et on veut le spécialiser en médecine. Donc ensuite, une fois qu'il a appris sur le langage en général, sur les images en général,
on veut lui montrer plein d'exemples de diagnostics médicaux, ou alors même diagnostics sur une spécialité en particulier, sur la gastroentérologie, sur les pathologies ou des choses comme ça. Et là, on parle de fine-tuning. Et dans pas mal de cas, effectivement, on est obligé de faire un fine-tuning de l'algorithme pour que ça fonctionne. DeepSeek, donc il me semble que j'en ai parlé. C'était jeuxvideo.com pour le nazi, merci pour la précision. Comment savoir si le jeu de données est suffisamment diversifié pour éviter de générer des biais? Alors ça, c'est une question qui est très, très complexe. Il faut vraiment juste se poser la question, par exemple. La méthode que j'emploierais là-dessus, c'est de se demander si on montre ça à un humain qui ne sait rien d'autre sur le domaine. Est-ce qu'il arriverait à comprendre ce qu'on lui demande? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a tout un pan de connaissances qu'on veut lui inculquer qui manque? Ou est-ce qu'il y a un biais, c'est-à-dire que 90% du jeu de données ne représente qu'une situation qui nous intéresse parmi les 10, 20, 30 situations qu'on voudrait lui montrer? Donc ça, c'est vraiment une analyse qu'il faut faire en profondeur sur, on a un algorithme, on veut le faire apprendre, et c'est pour ça que le plus important, c'est le jeu de données. Il faut vraiment bien récolter les données et bien se poser la question de est-ce que le jeu de données est correct ou est-ce qu'il y a un biais dans le jeu de données? Oui, effectivement, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, existe-t-il des critères comme pour les médecins? Il faut avoir des photos de médecins femmes ou de médecins noirs ou asiatiques. Oui, s'il veut comprendre qu'un médecin, c'est pas forcément un homme blanc, il faut avoir tous ces exemples-là pour qu'il puisse le comprendre. Alors, c'est un cours sur l'IA ou comment lutter contre l'usage abusif des termes machine learning et IA. Alors justement, c'est pour lutter contre l'abus sur ces termes-là et l'abus de l'IA. Mais pour lutter contre l'abus de l'IA, je préfère poser les bases et repartir sur ce que c'est l'IA pour qu'on puisse ensuite voir d'où viennent les abus et comment les repérer et comment les éviter. C'est de la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, donc c'est un domaine qui est précédé un petit peu l'IA, c'était de la recherche d'optimisation. Un agent d'IA, je dirais c'est un agent informatique en général, mais appliqué à l'IA, sachant que les agents informatiques existent depuis les années 80. Donc, d'après moi, il n'y a pas de spécificité, mais en gros, c'est de se dire, on a un agent qui prend des données en entrée et qui va essayer de remplir une tâche et d'automatiser en entier une tâche. Je passe un petit peu vite là-dessus, je pourrais dire beaucoup plus de choses. Analyse des contrats, effectivement, on peut avoir l'analyse des contrats. Ces logiciels sont extrêmement complexes, n'est-ce pas? Des milliers d'ingénieurs brillants y travaillent dans des boîtes qui lèvent des millions, voire des milliards. J'entends parfois dire que ce n'est que de la gestion statistique de données, big data, revisité, mais ce n'est pas vrai. Alors, si, en gros, si le machine learning, derrière, c'est que des mathématiques et de la statistique. Sauf que ce qu'on envoie au final, c'est des choses comme ChatGPT, donc c'est assez impressionnant. Mais derrière, ce n'est que de la statistique. C'est-à-dire qu'on a juste entre guillemets, demander à un modèle mathématique extrêmement complexe d'analyser des milliards de données et de trouver des corrélations là-dedans. Mais encore une fois, là, je reviens à la slide suivante. Stéphane remet un petit peu de contexte sur l'assembleur. Voilà, comment appréhender les hallucinations de sorte à avoir des résultats fiables? J'y réponds après, dans les slides d'après. Fine-tune, est-ce que les prompts sont en quelque sorte un jeu de données? Non, alors le jeu de données, c'est ce qui permet de faire l'apprentissage d'un algorithme d'intelligence artificielle. Et le prompt, c'est uniquement dans les modèles de langage, c'est la question en fait qu'on va lui poser. C'est de ça, c'est la question qu'on pose à ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un prompt. Et on peut automatiser dans des prompts et embarquer ça dans des logiciels dans lesquels on va avoir des questions automatiques, voire même des questions dans lesquelles on insère des données qui sont récupérées sur des bases de données ou sur le web ou ailleurs. Et donc, on va poser des questions et on va récupérer les réponses de ChatGPT, Gemini chez Google, etc. Tout à fait. Donc, on va continuer. Merci le timekeeper. Donc, je fais juste un point quand même sur l'IA générative parce que ça prend énormément de place aujourd'hui. C'est, encore une fois, du machine learning, même du deep learning. Et la façon dont fonctionne ChatGPT, c'était au début simplement de prendre un texte et d'essayer de lui faire deviner le mot suivant. C'est tout. Enfin, le mot suivant, je simplifie. Pour les puristes, c'est ce qu'on appelle un token. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails.
Et en fait, quand un algorithme prend toute une phrase et essaie simplement de deviner le mot suivant, on s'est rendu compte qu'il a besoin de comprendre la phrase. Parce que sinon, il n'arrive pas à deviner le mot suivant. Quand il y a des phrases ou des paragraphes ou des ensembles de phrases qui deviennent assez complexes, deviner le mot suivant, il faut vraiment comprendre tout le contexte. Et même les équipes d'OpenAI ont été vraiment surpris, juste en faisant cette tâche-là d'apprendre le mot suivant, d'arriver à l'époque, GPT-1, puis GPT-2, puis GPT-3, qui a tellement impressionné tout le monde, qu'ils l'ont sorti sous le nom de ChatGPT. Une fois qu'on a fait deviner le mot suivant, on parle sur de la spécialisation, c'est-à-dire que deviner le mot suivant, c'est sur tout le corpus, quasiment tout Internet, hein, on prend énormément de... Donc, on a beaucoup de... La qualité du jeu de données n'est pas folle. Et ensuite, ils se sont basés sur des jeux de données beaucoup plus propres pour essayer de spécialiser, puis pour garantir que la réponse sera toujours de qualité de la part de ChatGPT. Et enfin, ils ont fait des analyses avec des réponses qui étaient attendues par des utilisateurs, puis ils ont noté les réponses de ChatGPT pour que lui-même s'améliore et donne des réponses les plus pertinentes possibles. Donc, ils ont fait travailler énormément de monde qui a dû noter les réponses de ChatGPT pour dire cette réponse me convient, cette réponse ne me convient pas, et le modèle s'est encore amélioré là-dessus. Dites-moi si j'ai loupé des questions, mais il ne me semble pas pour le moment. Voilà, donc là, j'en viens aux risques et aux abus, enfin. Donc, les risques, dites-moi si vous en voyez d'autres, hein, mais j'ai assez schématisé, c'est d'avoir des applications basées sur l'IA qui ne fonctionnent pas. Donc, on a parlé d'hallucinations, on a parlé de chatbots qui deviennent nazis. Enfin, voilà, ça, c'est très clairement des applications d'IA qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas simplement une application, enfin, simplement qui recrache des données, qui fait des calculs assez simples, qui ont été codés dans lesquels on connaît le fonctionnement. Ce sont des applications dans lesquelles on peut avoir des fonctionnements un peu particuliers. Comme générer du texte, quand même, on ouvre la boîte, on ouvre énormément la capacité de l'algorithme. Donc, on a absolument tous les comportements qui peuvent arriver. Et il faut vraiment vérifier de A à Z ce que fait OpenAI, hein, d'ailleurs, parce que les résultats sont vraiment pas mauvais, que l'algorithme ne va pas faire n'importe quoi et que ça ne va pas donner une mauvaise image à l'entreprise. On a aussi aujourd'hui des problèmes de compétences sur des équipes chargées de développer ces solutions, parce que c'est quand même un domaine assez jeune, l'IA et le machine learning. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont data scientists, qui sont ingénieurs en machine learning, qui sont assez jeunes. Et j'ai notamment vu pas mal d'équipes où il n'y avait que des juniors. Donc, quand on a une équipe avec que des juniors, on n'a pas énormément de recul. On peut faire un très bon travail, mais il suffit qu'on ait oublié une composante, que tout ne soit pas tout à fait axé, qu'on ne soit pas en lien avec le métier suffisamment, qu'on ne se pose pas les bonnes questions, et on peut produire une application qui est en dehors des clous ou qui ne répond pas à la problématique. Des performances qui varient au cours du temps, ça arrive beaucoup parce qu'on a des contextes qui peuvent varier. Un exemple, j'avais participé au développement il y a très longtemps maintenant, d'un algorithme qui analysait une chaîne de production dans l'industrie. Et sur cette chaîne de production, on regardait en vidéo les plaques qui étaient créées les unes après les autres pour détecter une anomalie et pour être capable de trier ces anomalies. Sauf qu'au fur et à mesure de l'évolution des designs, etc., il fallait faire réapprendre l'algorithme parce que l'algorithme n'était plus capable de voir une anomalie sur un design qui datait de 2007 par rapport à un design qui datait de 2003 sur lequel il avait été entraîné. Et ne pas maîtriser le processus facilement, oui, parce qu'en machine learning, du coup, on a ce qu'on peut avoir des réapprentissages, donc des mises à jour de l'algorithme. On peut avoir des nouveaux cas d'usage qui apparaissent, et donc il faut maîtriser toute cette chaîne de valeur de A à Z et constamment savoir où en est l'algorithme, parce que des algorithmes à 100%, ça n'existe pas. Donc, où en est la performance de l'algorithme? Est-ce qu'il est en train de décliner en performance? Est-ce que ce qu'on veut observer est en train d'évoluer, de muter? Notamment sur l'analyse de documents, quand les templates changent, la mise en page change, Acrobat Reader change, donc les PDF changent, Word change, donc les PDF et les documents Word changent, etc. Donc, on surveille constamment que l'algorithme est bien à jour de ce qu'il doit faire. Alors, je vois un autre risque qu'un projet d'implémentation d'IA n'aboutisse pas, car on ne sait pas dire si on a assez de données ou suffisamment de machines et si on obtiendra le résultat souhaité. Alors, assez de machines, moi, je n'ai jamais été confronté à ce problème-là parce que je n'ai pas travaillé sur des problèmes aussi complexes que de créer ChatGPT. Donc, en général, les machines, ce n'était pas un problème, surtout qu'aujourd'hui, on a capacité d'avoir sur le cloud des machines virtuelles qui sont assez puissantes et même la plupart du temps, les algorithmes que j'entraîne fonctionnent sur mon PC portable. Et
c'est pour ça que quand on fait un projet d'IA, moi je conseille en général de passer par une phase preuve de concept, donc une phase un petit peu recherche-développement, où on prend les données, on ne sait pas encore si on arrivera à faire un algorithme qui répondra à la demande. On analyse, donc on récolte les données, on fait un algorithme, on analyse les performances de cet algorithme-là, et ensuite, avec toutes les parties prenantes du projet, on regarde si ces performances sont bonnes ou pas, si ça convient, si on peut se dire, allez, on y va, on déploie, ou si il y a encore des problèmes, et si on doit se dire, je pense que ça ne marchera pas. Alors, sur toutes mes dernières années d'expérience, heureusement, ce genre de cas où on a fini par abandonner l'algorithme est extrêmement rare. Euh, je ne sais pas si toutes les équipes fonctionnent comme ça, mais en général, instinctivement, on peut se dire l'algorithme va fonctionner, ou alors on peut se dire là, je crois que j'ai un gros doute, et donc en quelques semaines, on essaie de faire un POC, et puis très vite, on abandonne parce qu'on se rend compte qu'on n'arrivera pas à faire grand-chose. Risque, objectif et données biaisées en général au vu des commanditaires, États, sociétés à but lucratif dans un pays libre. Alors ça, c'est oui, effectivement, les parties prenantes, c'est à eux de prendre la responsabilité des données qu'ils vont fournir et de l'objectif qu'ils vont fournir au final. Quand on veut faire un modèle global et qu'on risque de récupérer des données contaminées, ça, c'est un risque à prendre en compte. Et c'est à prendre en compte aussi dans l'évaluation qu'on fera de l'algorithme au final. Oui, donc je reviens juste. Merci de savoir que ça fonctionne sur PC et l'idée de POC. Oui, l'idée de POC, en fait, c'est ce qu'on rajoute à l'informatique, au développement, au software engineering, en IA, en machine learning. Il faut vraiment rajouter juste la faisabilité avant, parce qu'on n'est pas sur du 100%. Avons-nous des métriques pour évaluer la complexité d'un projet IA? Alors, je n'en vois pas. À part le fait que quand on a un projet IA, en général, on a des personnes qui sont compétentes, qui sont incluses dans le projet, et qu'il faut vraiment se poser les questions déjà de l'objectif final, de savoir ce qu'on va devoir faire réellement pour que le data scientist ou l'ingénieur machine learning qui est dans la boucle puisse se dire l'algorithme que je vais devoir faire va devoir faire la corrélation entre telle chose et telle chose. Donc, j'estime la complexité à tant et tant, et on peut estimer après les complexités, on peut estimer les algorithmes dont on va avoir besoin, et on peut estimer aussi le temps de projet ou la taille du jeu de données qu'on devrait avoir. Donc, normalement, c'est le travail du data scientist ou de l'ingénieur machine learning de faire cette analyse a priori. Hein, il peut forcément se tromper. Hein, on est surpris par les résultats. Moi-même, d'ailleurs, c'était une bonne surprise. Il y a 4 ans, j'avais eu un projet sur lequel j'étais vraiment pessimiste. C'était d'affecter, dans le retail, d'affecter des textes, enfin des intitulés produits à des nomenclatures, automatiquement. Sachant qu'on n'avait pas énormément d'exemples et que l'affectation était un petit peu particulière, parce qu'en nomenclature, enfin, on avait des regroupements de produits, on en avait 3000, je crois. Et juste à partir du texte, avec les nomenclatures produits qui n'étaient pas forcément, enfin, avec les libellés produits, pardon, qui n'étaient pas forcément très, très expansifs, avec de temps en temps des abréviations, je me disais, bah, ça va être assez compliqué. Et le premier jet algorithmique a sorti un résultat avec 99,99% de précision. Donc, vraiment la surprise, et c'est un algorithme qui tourne depuis 4 ans. Tu utilises quel langage ou outil pour écrire tes algorithmes IA et les entraîner? J'utilise Python. Je travaille en Python, puis j'ai l'impression que 90 voire 95% des équipes data science, machine learning, en France en tout cas et dans le monde, utilisent Python. 80% des CEO souhaitent investir dans l'IA et avouent de ne pas être en mesure de confirmer si l'IA sur laquelle ils ont investi fait ce qu'ils souhaitaient qu'elle fasse. Alors, là encore, moi, le but, c'est d'être pragmatique. Dans toutes les missions que j'ai eues, j'ai poussé pour une évaluation du retour sur investissement. Donc, ça peut être simplement une augmentation de données, une économie de temps humain donc, et on peut évaluer en fonction du nombre d'appels, en fonction du fonctionnement de l'algorithme, s'il rapporte et si il facilite les processus en entreprise, s'il facilite la vie des gens en général. Parce que dans tout ce sur quoi j'ai travaillé ces dernières années, c'était le but de faciliter la vie des gens. Et donc, je regardais vraiment quel était le retour sur investissement. Et aujourd'hui, sur ma mission actuelle, on peut calculer le retour sur investissement en temps réel, jour après jour, sur le dernier mois, la dernière année, la dernière semaine. Alors Maxime, il nous reste 10 Oui. minutes
Donc, si on peut avancer Je sur suis ta il présentation. va y avoir la slide finale Super. et on va être dans les temps. Exactement. De toute façon, j'ai déjà un peu spoilé la slide finale. Donc désolé, je passe les questions, je reviendrai peut-être dessus, après. Donc la slide finale, c'est comment éviter les abus. C'est ce que j'ai dit en fait jusque-là. Donc définir précisément les besoins, savoir exactement ce qu'on veut faire au final, sans se laisser embrouiller par le fait qu'il y ait de l'IA, qu'il y ait du machine learning. Le but, c'est simplement de définir un besoin et sur ce besoin, du coup, on définit des objectifs en termes quantifiables. C'est ce qui fonctionne, systématiquement. Même si on doit faire, par exemple, des RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Donc c'est par exemple d'avoir un ensemble de documents et d'avoir un LLM type ChatGPT qui peut lire ces documents et qui peut les retrouver pour avoir des informations spécifiques à l'entreprise. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus ces derniers temps, sur comment est-ce que je peux savoir si mon RAG fonctionne. Et ben c'est ça, c'est on définit précisément ses besoins, on a un objectif quantifiable, et ensuite, une fois qu'on a l'algorithme qui arrive, on peut faire un benchmark. Donc vraiment poser les questions à l'algorithme et voir dans quel pourcentage de cas il, il réagit correctement ou pas. Et d'après moi, c'est la seule solution. C'est vraiment de pouvoir évaluer ça et de pouvoir évaluer est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on attend. Voilà, c'est la conclusion. Donc maintenant, je vais repartir sur les questions et n'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs si vous pensez que j'ai été un peu trop rapide sur cette dernière slide qui est la chute finale de toute la présentation. Donc je remonte un petit peu. Problème sur la qualité et la diversité des réponses aux outils comme ChatGPT. Est-ce que les données sources pour utiliser pour l'entraînement sont majoritairement anglo-saxonnes? Du coup, c'est forcément biaisé sur des faits historiques, par exemple. Oui, c'est un problème, effectivement, parce que l'algorithme n'apprend pas, celui qui répond en français n'a pas uniquement appris sur des corpus français, il a appris dans toutes les langues. Donc oui, c'est un problème sur lequel OpenAI fonctionne, et il y a beaucoup de papiers de recherche d'ailleurs là-dessus. Enfin, en IA en général, il y a un nombre de papiers de recherche qui est absolument gigantesque. On parle d'une puissance de calcul gigantesque pour l'apprentissage de ChatGPT, par exemple. Une fois l'apprentissage réalisé, le lancement d'un prompt a-t-il besoin de la même puissance qui a servi à l'apprentissage du modèle? Alors, heureusement, non, pas du tout. Parce que l'apprentissage du modèle, ça fait, pour ChatGPT notamment, qu'il faut modifier constamment 170 milliards de paramètres, mot après mot. Et on analyse des milliards de mots. Alors que quand on utilise ChatGPT, il ne modifie pas les paramètres. Il fait juste le calcul de tous ces paramétrages. Donc la complexité est beaucoup inférieure. Exemple, à l'époque, déjà en 2012, pour faire apprendre un algorithme de deep learning, on avait besoin de plein de machines et on avait besoin de GPU, donc de cartes graphiques, pour faire des calculs d'algèbre linéaire. Mais pourtant, ces algorithmes, une fois entraînés, pouvaient fonctionner sur un téléphone portable. Est-ce que Java est excellent pour la conception des algorithmes ou modèles? Alors, ce n'est pas le langage dans lequel on a le plus de facilité, mais on peut le faire en Java. La plupart des librairies fonctionnent avec Java. Donc, si on veut le faire en Java absolument, pourquoi pas? Pourquoi Python s'est imposé comme langage quand il y a tant d'autres? Je pense que c'est essentiellement grâce à l'élasticité de la représentation des données. C'est très facile d'ajouter des vecteurs en Python et d'en faire des matrices, voire des matrices à 3 dimensions, 4 dimensions. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus simple de faire ça en Python et que les gens sont plus penchés sur Python. J'aimerais qu'on arrête les questions techniques, c'est un peu un cours sur l'IA, mais comment lutter contre l'usage abusif? J'espère que la dernière slide, du coup, répond à cette question, et puis n'hésitez pas à poser d'autres questions pour avoir des questions moins techniques. Un RAG, donc Retrieval Augmented Generation, donc c'est l'idée que ChatGPT n'a accès, alors à l'époque, il avait accès que à ses connaissances, maintenant il a accès au web, et dans pas mal d'entreprises, on lui donne aussi accès à plein de documents, donc tout le corpus de documents de l'entreprise. Et donc ça fait que quand on pose une question à ChatGPT, il peut aller chercher dans ces documents, et répondre de façon spécifique. Sauf que le problème, c'est que dans pas mal de cas, j'ai vu que les RAG ne fonctionnaient pas au niveau qu'on attendait d'eux. Donc là encore, il faut vraiment évaluer le besoin et évaluer si tel type de technologie peut fonctionner. Est-ce qu'il y a un risque que l'IA nous dépasse comme dans Terminator? Là, on va rentrer dans la philosophie, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vous laisse plutôt chercher sur Internet des réponses qui seront peut-être plus pertinentes que ce que je pourrais donner. Maxime, confies-tu déjà ou prévois-tu de confier prochainement le pilotage d'une voiture par l'IA? Ça, c'est pareil. Là, je dois avouer que je n'ai pas beaucoup suivi tous les derniers développements de la voiture autonome. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ça dépend encore là encore, c'est les entreprises comme Waymo, comme Apple, comme Tesla, qui vont voir est-ce qu'ils tuent des gens ou pas. Ce qui est quand même assez important. Donc là, on est sur un algorithme
99,99% de précision, ça suffit très clairement pas du tout. À part la bonne définition d'objectifs, quels sont les prérequis pour se lancer sereinement dans un projet d'IA? La bonne définition d'objectifs, c'est déjà une bonne chose. Et puis ensuite, du coup, quand on se lance dans un projet d'IA, il faut avoir les bonnes personnes en face, compétentes, qui savent de quoi ils parlent. Et une personne qui sait, qui connaît l'IA, qui sait s'en servir et qui sait faire apprendre des algorithmes avec un objectif clair, normalement, ça se passe très bien. Est-ce que tu as des ressources personnelles, vidéos, cours ou chaînes où tu expliques comment apprendre à développer des algos en IA? Il y avait, jusqu'à il y a quelques années, le cours d'Andrew Ng sur Coursera, qui était cité comme la référence. Alors le problème ensuite, c'est que quand on veut développer des algos d'IA, il faut quand même avoir toutes les bases mathématiques derrière. Parce que même si 90% du temps, on arrive à s'en sortir sans, puis on se dit c'est juste une librairie comme une autre et on va l'utiliser, il y a quand même pas mal de subtilités et j'en rencontre moi au quotidien avec des personnes qui sont juniors, qui sont vraiment des personnes fortes, mais qui peuvent passer à côté de certaines choses parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a réellement derrière les algorithmes et comment ils apprennent. Donc pour se former en IA, il faut des bonnes bases mathématiques et ensuite, il y a énormément de ressources sur Internet. Résumer ça en quelques minutes, ça va être un petit peu compliqué. Je n'ai pas fait le test, mais il faudrait presque demander à ChatGPT. Je pense qu'il serait de bons conseils là-dessus. N'y a-t-il pas un risque de perdre confiance dans notre capacité à trouver des solutions si l'usage de l'IA qui me disent que l'IA ne sert à rien ou que l'IA ne fonctionne pas, à cause de plein de personnes qui leur ont dit qu'ils faisaient de l'IA alors qu'ils n'y connaissaient rien ou qu'il n'y avait même pas d'IA dans leur moteur. Donc il y a un problème de décrédibilisation. Et il y a aussi un problème de bulle avec plein de sociétés qui disent on fait de l'IA alors que pas forcément. Existe-t-il une méthodologie de référence pour s'assurer de la qualité de données? Je ne vois pas de méthodologie en général. Moi, je me pose la question en tant que statisticien. Je regarde le jeu de données, puis j'essaie de voir quels sont les problèmes qu'on pourrait avoir. Et c'est le problème qu'on peut avoir très souvent quand on travaille dans ce domaine-là, c'est entre guillemets de tomber amoureux de son modèle, de son algorithme. On voit l'algorithme, on voit une performance à 95%, on se dit c'est génial, j'ai réussi mon projet, je suis super content. Moi, quand je vois 95%, je suis plutôt dubitatif et je me dis attends, quel est le problème qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels je n'ai pas poussé et est-ce que je veux voir vraiment comment il fonctionne derrière? Et je lui donne des cas et je le teste dans plein de domaines différents pour bien voir que l'algorithme que j'ai au final est correct. Et donc, pour le jeu de données initial, j'essaie vraiment de me poser toutes les questions sur qu'est-ce qu'on veut lui apprendre au final et comment faudrait s'y prendre si on voulait éduquer un être humain qui n'y connaît rien. Qu'est-ce qu'il faudrait lui montrer exactement pour qu'il comprenne ce qui se passe et qu'il soit capable de remplir sa tâche au final correctement. Il y a de bons modules au CNAM, oui, je pense qu'il y a de bons modules au CNAM. Voilà, donc voilà pour cet aperçu rapide finalement avec les questions, on est presque à l'heure. Donc je ne sais pas s'il y a encore une question parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps. Et sinon, je repasse la main à Gaïla. Maxime, et s'ils souhaitent te contacter pour d'autres questions ou d'autres sujets, est-ce que tu as des coordonnées à partager dans le chat? Il y a mon profil LinkedIn sur lequel on peut me contacter s'il y a des questions. Alors, il y a juste une dernière question sur une question métaphysique, donc je pense que je ne vais pas l'adresser parce que je risque de raconter des bêtises. J'ai pas envie de faire ça. Merci à tous. Très bien. Merci à tous pour votre attention, pour les interactions et puis toutes les questions pertinentes qui ont été posées. Vous pourrez retrouver cette vidéo, le replay, il sera programmé dans quelques jours sur notre chaîne YouTube et LinkedIn, profil LinkedIn Le Hibou, notre plateforme. Donc, si certains d'entre vous sont experts dans un domaine IT et qui souhaitent, comme Maxime l'a très bien fait, intervenir et prendre la parole au sujet d'un webinar, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous écrire, je vais vous laisser l'adresse, vous pouvez nous écrire à l'équipe marketing Le Hibou. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce live. Et Maxime, je te laisse le mot de la fin pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci à tous, pas grand-chose de plus.
Et j'espère que c'est très intéressant, puis que j'ai pu vous apporter beaucoup de connaissances, enfin, en tout cas, d'y voir plus clair dans tout l'IA et le machine learning, et qu'on a bien rempli l'objectif. Super. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.